Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur, consacré aujourd'hui, actualité oblige, à la rentrée scolaire 2024-2025 et à la réforme du système éducatif. Dans son discours d'ouverture de l'année scolaire 2024-2025, prononcé hier par la ministre de l'Éducation et de la Réforme du système d'enseignement, Mme Houda Ahmed Baba, elle a souligné que le rêve d'une école républicaine inclusive, qui constitue depuis des décennies l'espoir de tous les Mauritaniens, n'aurait pu se réaliser sans la vision et l'engagement personnel du président de la République pour la réforme du secteur de l'éducation. Nous découvrirons ensemble les principaux axes de cette réforme ambitieuse qui vise à offrir une éducation de qualité et complète à tous les enfants mauritaniens à travers le renforcement des infrastructures scolaires, la formation des enseignants, la mise en place de nouvelles gouvernances et le soutien aux élèves les plus vulnérables. Nos invités détailleront également les défis à relever pour assurer la pérennité de ces acquis et la mobilisation de l'ensemble des acteurs éducatifs. Nous aborderons également des sujets tels que l'enseignement privé, l'obligation de l'uniforme scolaire ou encore des réformes engagées au niveau du secondaire. Nous recevons sur notre plateau M. Naji Saïd, inspecteur général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement. Bonsoir, M. Naji. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et par satellite, à partir d'Agjoust, nous recevons M. Ali Abdoulaye Thiam, qui est Dren Alain Chiri. Avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage de Mohamed Khattab, qui c'est notre élément introductif, et nous reviendrons avec nos invités. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation et de la Réforme du système de l'enseignement par intérim, M. Yacoub Oulimouine, qui a donné le la ce lundi matin à partir de l'école Khayar de Vrazena pour le démarrage des cours de la nouvelle rentrée de cette année scolaire 2024-2025. À l'école Khayar, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont assisté à la cérémonie de levée du drapeau au son de l'hymne national avant de s'introduire dans les salles de classe pour s'enquérir du démarrage de cette première journée d'ouverture. La seconde étape de cette visite a concerné l'école Cheikh Mohamed El Hafel à Sabra, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, où se déroule la section pilote d'enseignement des langues nationales. Puis il s'est rendu à l'école préparatoire Arafat 3 à Nouakchott-Sud, avant de terminer cette tournée par un détour à l'école Ali Chandoura dans la wilaya de Nouakchott-Nord. Évoquant ses visites dans ces écoles et établissements scolaires dans les wilayas de Nouakchott, le ministre a déclaré qu'elles lui ont permis de s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule la rentrée scolaire et le niveau de l'affluence et de la fréquentation. Il a noté l'assiduité du personnel enseignant et des élèves, rappelant la spécificité de la rentrée de cette année que les plus hautes autorités du pays, sous les instructions du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, ont tenu à en faire une année particulière en termes d'offres éducatives et d'amélioration du rendement scolaire des élèves. Il a souligné que l'école républicaine est ouverte à tous et que des instructions ont été données pour l'enregistrement des élèves qui s'y présentent s'ils ont de la place et que le ministère accompagnera les inscriptions afin qu'aucun enfant ne reste en dehors des salles de classe. M. Oulimouine a remercié les autorités administratives au niveau régional et central, le personnel éducatif et les parents d'élèves pour la bonne préparation de l'ouverture où la présence des enseignants et des élèves le premier jour de l'ouverture de l'école a été remarquable. C'est dire que les différentes étapes de la visite du ministre étaient l'occasion d'écouter les remarques et avis destinés aux départements concernés visant à améliorer les structures pédagogiques. Merci à notre confrère Mohamed El Khattab. Je rappelle que c'était la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation et de la Réforme du système de l'enseignement par intérim, M. Yacoub Oulimouine. Ma première question s'adresse naturellement à M. Naji. Quels sont les principaux éléments de réforme du système éducatif menés par le gouvernement?
Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je commencerai par féliciter la famille scolaire, à savoir les enseignants, le personnel d'encadrement, les élèves et les parents d'élèves. Je félicite et souhaite une bonne année à tout le monde, année pleine de réussite pour tout le monde. La question que vous venez de poser est très importante. Je commence par dire qu'avec l'arrivée de son Excellence le Président Mohamed Ghazouani, on a entamé des concertations nationales qui ont débouché, couronnées donc par une loi d'orientation, la première de ce genre. Tout le peuple mauritanien s'est mis d'accord sur l'école que nous voulons pour nos enfants, le devenir de l'enfant mauritanien. Il faut se mettre d'accord d'abord sur ce que nous voulons de cette école. La loi d'orientation donc qui guide notre système éducatif, elle est là pour orienter, et c'est, je le répète, une première. Les recommandations orientation ici de cette loi d'orientation ont été suivies à la lettre. Toutes les recommandations orientation. Bien avant de parler de ces recommandations, ce qui a été fait, je rappelle que l'importance accordée par son Excellence à l'enseignement est visible, prévoyante à partir du comité interministériel qui est chargé du suivi de la réforme issue de cette loi d'orientation. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la réforme déjà? Il faut savoir que nous avons installé déjà un HCE, c'est-à-dire un Haut Conseil à l'éducation, qui a en charge de suivre. C'est un conseil qui est là pour orienter, pour conseiller, pour partager avec nous à l'éducation tout. Nous allons parler de l'installation de la Commission nationale des curricula qui a en charge, et pour la première fois, un cadre référentiel curriculaire. Pour la première fois, nous étions l'un des derniers pays à avoir installé un cadre national curriculaire qui oriente. Parce qu'un programme, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on attend d'un enfant, on ne peut pas faire un programme. Et nous avons passé beaucoup de temps à improviser. C'est un cadre référentiel curriculaire. Une commission de suivi de la réforme a été installée aussi. Bon, voilà, comme son nom l'indique, il est chargé du suivi de la réforme. Il y a l'Institut des langues nationales en charge de la promotion des langues nationales qui a été installé et qui a commencé. Nous aurons l'occasion d'en reparler certainement dans cette occasion parce que la loi d'orientation stipule qu'il faut que les langues nationales soient enseignées dans nos écoles fondamentales pour un début. Expérimenté parce qu'il a été constaté partout que l'enfant, s'il ne reçoit pas ses enseignements à partir de sa langue nationale, il y a toujours des lacunes. Nous avons aussi, avec la loi d'orientation, ce cirage, qui n'est pas une recommandation, mais qui est là, ce cirage, il est là, c'est un système d'information pour la gestion, pour l'assainissement de la gestion de l'éducation. C'est une banque de données nécessaire à une bonne gestion du système éducatif. Là, nous avons aussi des textes qui ont été émis pour critériser les affectations et limitations des enseignants pour qu'il y ait équité et pour que qu'on puisse plus parler des malversations ou des malfaits que peut engendrer des affectations non critérialisées. Donc, le président de la République, dès son arrivée au pouvoir, a lancé, nous sommes certes à la 3e année de l'école républicaine, mais elle a été bien préparée avant. Rien n'a été épargné pour qu'elle soit bien partie, pour qu'elle soit bien lancée. Voilà. Merci. Je ne sais pas si la régie peut me passer M. Abdoulaye Thiam. Je rappelle qu'il est le drain de l'Inchiri. Sinon, on continue avec notre invité sur le plateau. Donc, quels sont les... Oui. Donc, M. Abdoulaye Thiam,
Bonsoir. 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 Merci d'être là pour répondre à nos questions. Donc, ma première question, pouvez-vous nous parler un peu de l'ambiance de l'ouverture de l'année scolaire à l'Inchiri? Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs et de féliciter nos autorités régionales au niveau de l'Inchiri qui ont déployé des efforts pour la réussite de la rentrée scolaire, et sans oublier les parents d'élèves et l'équipe pédagogique qui est avec nous ici, qui ont contribué à la réussite de l'année scolaire, de la nouvelle année scolaire, je veux dire. Alors, par rapport aux préparatifs de la rentrée cette année, deux semaines avant la rentrée, nous avons eu à faire des rencontres avec les partenaires avec les autorités administratives pour préparer la rentrée. Donc, il y a eu une mobilisation des ONG, des parents d'élèves pour l'assainissement des locaux, une sensibilisation et d'ailleurs une très forte sensibilisation des parents et de toute la population afin que le 7 octobre, qu'on puisse recevoir tous les élèves de la wilaya. Alors, au niveau des infrastructures, nous avons fait un contrôle. Nous sommes assurés que tout est en place, notamment les tables bancs, l'état des salles de classe, alors la présence des enseignants avant le 7 et surtout l'inscription des nouveaux venus, les premières années fondamentales et secondaires qui ont commencé il y a de cela 10 jours. Donc, de sorte que le 7, tout le monde était en place. Et l'équipe d'encadrement aussi s'est assurée de la présence des enseignants dans les établissements. Voilà, c'était les premières étapes où on s'est préparé. Mais est-ce que, après constat, est-ce que les élèves étaient sur place aujourd'hui? Oui, ce matin, nous avons, certainement vous l'avez remarqué dans les images, au niveau de l'Inchiri, les élèves étaient présents. Je pourrais même estimer le taux de présence entre 85 à 90%. Tant bien au niveau des élèves qu'au niveau du corps enseignant. Et au niveau du fondamental et du secondaire. Sans oublier le privé aussi, parce que nous avons y affecté des visites et nous avons constaté que les élèves étaient en place. Avant de revenir à mon invité sur le plateau, quel message voudrez-vous passer aux parents de l'Inchiri, aux principaux acteurs de l'enseignement sur place? Oui, le message, c'est que d'abord que les parents sachent que ce sont nos partenaires et des partenaires très importants pour la réussite de l'éducation dans la wilaya. Parce qu'il faut se dire qu'à nous seuls enseignants, nous ne pourrons pas aller sans les parents. Donc il va falloir qu'il y ait une mobilisation, une collaboration et une implication des parents pour la réussite de nos enfants. Donc il va falloir qu'ils s'y investissent durement aussi et d'une manière vraiment sincère, qu'on puisse aller de l'avant. Ok, merci M. Abdoulaye Thiam. Nous allons revenir vers vous. Monsieur Nagy, quels sont les progrès concrets réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre de cette réforme, notamment en termes d'amélioration de l'offre éducative et de l'accès à l'éducation pour tous les enfants? Merci beaucoup. Quand on va parler de l'offre éducative, il faut savoir qu'il s'agit du personnel enseignant, les infrastructures d'accueil et les intrants pédagogiques. Quand on parle du cadre des enseignants, on va partir d'un moment T, 2019. Il faut que tout le monde se rappelle qu'en 2019, nous étions à 9600 enseignants. Et qu'aujourd'hui,
nous sommes, je parle d'aujourd'hui, en 2023-2024, on est à 17 222 enseignants. C'est déjà 50%. Pour quelqu'un qui ne calcule pas très très bien, 17 222 et 9 600, c'est presque 50%. Quand on va parler, c'est un grand effort qui a été mis pour préparer cette école républicaine d'équité, d'égalité, de justice que nous voulons pour nos enfants. Donc, un grand effort a été mis sur le recrutement des enseignants. Quand on parle aussi de l'accès, on va parler de l'infrastructure d'accueil. Il faut savoir qu'en 2019, nous avons pu construire 3700 classes. 3700 classes entre 2019 et 2023-2024. Nous avons pu nous procurer, pour ce qui est des entrants pédagogiques, 85 000 tables bancs. 85 000 tables bancs, c'est-à-dire, quand on parle de 85 000, il faut savoir qu'on n'avait pas assez de places assises, on avait des enfants qui sont sur les tapis, bon voilà, même le sol. Donc, un grand effort a été aussi fait sur ce plan. Quand on a parlé du personnel, quand on a parlé de l'infrastructure, il faut aller à la qualité. Qu'est-ce qui a été fait en termes de qualité? L'enseignant est la pierre angulaire de toute qualité de l'enseignement. De grands efforts ont été faits sur les écoles normales des instituteurs, les ENI. Une restructuration complète de la formation de base a été entamée depuis 5 ans, et qui donne que le programme de ces ENI est devenu modulaire, c'est un nombre de modules qu'il faut faire. On a passé de 3 ans pour les bacheliers à 2 ans, et là c'est l'incitation. Nous sommes aussi sur l'enseignant principal, l'instituteur principal, qui est très important, qui est très attractif parce que les gens se présentent avec déjà des licences ou des maîtrises. Donc, de grands efforts ont été faits sur le plan de la formation initiale pour booster un peu la qualité de l'enseignement. Quand aussi on parle de la qualité, de grands efforts ont été faits au niveau du manuel scolaire parce que l'IPN, l'année passée, nous sommes passés de quelques 500 000 manuels scolaires pour quelque chose de l'ordre de 3 millions de manuels scolaires. Des programmes ont été faits, Mawaheb, télévision scolaire, Joussour, et là, si je vous dis ça, il faut que l'on comprenne que, par exemple, le programme Joussour, à lui, il a boosté l'année dernière avec des cours de soutien. C'est lui qui a... C'est bon. Il a beaucoup contribué, lui aussi, au taux d'admission au bac, qui, à l'occasion, je le rappelle, nous le rappelons à nos chers téléspectateurs, que depuis 3 ans, la flèche, le taux d'admission va crescendo, montant. Et au lieu des années précédentes qui étaient dans des scies, voilà, on va de 8 à 12, on revient à 9, voilà. Les 3 dernières années ont connu une montée, il faut dire une flèche ascendante pour le taux d'admission aussi bien du baccalauréat que du brevet ou que du concours. Quand on parle aussi de la qualité de l'enseignement, on doit parler de l'effort qui a été mis sur les couches défavorisées pour qu'elles puissent profiter de cet enseignement. Il faut savoir qu'en 2019, nous passons de 6 300 rationnaires des cantines scolaires à 242 000 rationnaires de cantines scolaires, soit 284%. Et là, les cantines scolaires, pour ceux qui ne se le rappellent pas, bon, en tout cas, moi, je fais partie des générations qui ont eu à manger dans les cantines scolaires. C'est des trucs très nécessaires pour les familles les moins aisées, les plus démunies, parce qu'au moins, on sait que l'enfant a une ration qui va beaucoup l'aider. Donc, de grands efforts ont été faits au niveau de l'offre éducative, infrastructure, et voilà, c'est ça. Vous avez tantôt parlé du programme Joussour et Mawaheb. En quoi consistent ces programmes? Bon voilà, Joussour, Joussour, il consiste, c'est des cours de soutien qui sont donnés
aux enfants des classes de candidates au baccalauréat ou au brevet parce qu'ils ont besoin d'être renforcés, non seulement pour pouvoir réussir leur bac, mais aussi pour avoir des moyennes au baccalauréat assez importantes. Et ça a donné ce qu'il a donné. Il n'est pas le seul, il y a le Mouaheb, tout comme lui, il y a la télévision scolaire, il y a aussi les leçons en ligne qui sont diffusées à partir de Nouakchott, de grands professeurs sont là, ils font le cours et directement, voilà, ils sont retransmis sur ces cours, sont retransmis dans 10 régions de ce pays, en direct dans de grandes salles qui sont aménagées à cet effet. Donc, c'est des programmes qui boostent un peu la qualité et qui font que l'offre de la qualité soit généralisée. Vous avez donné des chiffres, 3700 classes construites pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Où se situe l'enseignant dans tout ça? Ben, voilà, côté enseignant. Moi, je parle, si vous parlez matière et salaire, je vais vous en parler. Exactement. Mais moi, ce n'est pas le primordial et ce n'est pas certainement le primordial pour l'enseignant, parce que l'enseignant, il s'épanouit. On dit que l'argent est le nerf de la guerre, c'est primordial. Je sais que pour que l'enseignant soit... Pour l'enseignant, pour grand que soit le salaire que vous lui donnez, vous ne pouvez pas payer l'effort qu'il a fait. Parce que sans lui, c'est lui la pierre angulaire. C'est lui qui est là, qui façonne nos futurs cadres, nos élites. Des efforts ont été faits en ce sens. Si je vous dis qu'au niveau de la prime de créer, elle est passée de 9 mois à 12 mois. La prime d'éloignement, elle a été augmentée de 100% pour certaines régions. Une indemnité, d'autres allocations ont été données par le président de la République, des indemnités. En fonction de ce que l'État mauritanien dispose mauritanien, le président est très clair, monsieur le PM est très clair dans ce sens. Rien n'est épargné pour mettre les enseignants dans de très bonnes conditions. Mais pour moi, la première condition, même si c'est l'argent, pour vous peut-être, pas pour moi, un enseignant, si il est bien formé. J'allais venir à cette question. Parfait. Bon, voilà, on va vous voulez peut-être... Non, vous pouvez continuer. Mais bon, voilà, je rappelle que pour grand que soit le salaire qu'il soit donné à l'enseignant, il mérite plus. Je demande ici, à partir de ce plateau, que tout soit mis à la disposition des enseignants pour qu'ils fassent bien la mission, la grande mission, la noble mission qui leur incombe. Je demande que le salaire ici, à partir d'ici, en direct, soit revu à la hausse pour les enseignants aussi. Oui, en fait, vous m'avez un peu accusé si l'argent est plus important pour moi. Mais l'environnement aussi est important. Donc nous allons repasser à M. Ali Abdoulaye Thiam, s'il est là. Monsieur Thiam, je vous repose la même question. Quels sont les progrès concrets réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre de cette réforme, notamment dans votre wilaya, en termes d'amélioration, bien sûr, de l'offre éducative? Oui, bon, il faut le reconnaître quand même que la Mauritanie vient d'amorcer un grand virage dans le cadre de l'éducation. Donc, cette réforme a mobilisé beaucoup de moyens. Et ces moyens ont été, quand on voit ces moyens, on peut les voir du point qualitatif et du point quantitatif. Alors, explicitement, je veux dire que lorsque la réforme a été engagée, on a parlé de l'école républicaine. Dans cette école républicaine, tous les enfants mauritaniens se sont retrouvés autour de la même table, dans les mêmes salles de classe. Donc, il y a une offre importante en matière de salles de classe. Nous avons des salles de classe qui ont été construites. Le nombre d'enseignants a doublé pratiquement, je dirais, dans la wilaya.
dans la wilaya. Alors, les infrastructures, je veux dire les tables bancs. Les tables bancs aussi, nous avons des quantités importantes qui ont pu accueillir tous les élèves. Donc aujourd'hui, dans la wilaya, nous n'avons pas d'enfants dans la rue. Et là, c'est un paramètre très important. La formation des enseignants. Ça, je parle même au niveau de la wilaya, parce qu'il y a eu l'encadrement, l'équipe pédagogique, les inspecteurs. Nous avons un nombre d'inspecteurs qui peut couvrir toute la wilaya. Donc nous avons un suivi régulier de nos enseignants et ça nous permet de les évaluer et d'exprimer les besoins de formation au niveau supérieur. Donc ça déjà c'est une offre importante pour la wilaya. Nous avons eu aussi des moyens de déplacement des voitures qui nous permettent de suivre nos enseignants dans nos écoles, dans les 2 Moukata, donc au niveau de toute la wilaya. Donc ça aussi c'est à noter, c'est une amélioration. Bon, l'autre aspect est qu'avec l'uniforme, probablement nous aurons à parler de ça. Avec l'uniforme aujourd'hui, nous avons constaté que nos enfants dans les écoles se sentent aisés et cette disparité qui était là-bas autant pour moi, a tendance à disparaître ou a même disparu. Donc nos enfants aujourd'hui se retrouvent dans les mêmes établissements, avec les mêmes habits, le même accoutrement. Et ça aussi, psychologiquement, ça soulage un peu les enfants quelque part, surtout ceux qui sont issus des couches vulnérables. Donc ça, c'est à noter aussi que c'est un aspect positif de l'offre éducative. Monsieur Thiam, vous allez rester avec nous. Quelles sont les principales réformes engagées au niveau de l'enseignement secondaire, comme le collège, et quels en sont les objectifs en termes d'amélioration de la qualité des apprentissages? Donc, les réformes engagées au niveau du secondaire. Donc, au niveau du secondaire, cette année, nous avons vu la première réforme est que la promotion qui est en première AS cette année doit faire 3 ans pour faire le brevet. Donc, elle va 3 ans pour faire le brevet. Elle va faire le brevet avec les élèves qui sont actuellement en 2e année. Il y a eu l'introduction de l'étude de l'informatique. Cette année, nos professeurs ont été formés durant les vacances, les professeurs des matières scientifiques. Donc, ils sont censés enseigner l'informatique cette année même à partir du collège. Ça aussi, c'est un aspect fondamental. Donc, nous avons constaté aussi que depuis l'année passée d'ailleurs, comme le disait l'inspecteur général, les cours à distance. Les cours à distance, ça, c'est aussi un projet intéressant parce que ça nous a aidé à rehausser le taux de réussite au niveau du secondaire et particulièrement au niveau de l'Inchiri ici, où nous avons eu d'ailleurs nous étions premiers au niveau du brevet. Donc ça aussi, ça a contribué à la qualité de l'enseignement, particulièrement dans la région. Merci, M. Thiam. Sur cette question... Merci beaucoup. Voilà, je salue mon ami et collègue de l'Inchiri. Les réformes au niveau du secondaire, pas seulement du collège, nous savons que nous sommes tous d'accord que faire 3 ans au lieu de faire 4 ans, c'est déjà une année de gagner. Et c'est très important, une année dans la vie d'un enfant, c'est très, très important. Nous avons, et c'est la loi d'orientation qui le stipule, nous sommes passés à 3 ans au collège à partir de cette année. C'est-à-dire les élèves de première année du collège, cette année, feront seulement 3 années au collège. Les autres qui étaient en première année, qui sont en 2e année, c'est la cohorte des élèves qui va continuer avec l'ancien système. Et et ça, il faut que tout le monde le comprenne, ils auront à faire 4 ans du collège parce que c'est des programmes qu'ils n'ont pas encore fait. Donc, ce passage de 3 ans au collège est très, très, très important. Mais, je tranquillise tout le monde, nous savons que les savoirs universels qui sont nécessaires à l'accès au lycée seront dans ces 3 années. On dirait compiler en 3 ans, et c'est facile parce que moi-même j'ai fait 3 ans au collège. Nous avons introduit la technologie et l'informatique cette année parce que
la technologie et l'informatique, c'est quelque chose quand même de très, très important, surtout pour notre pays, qui est un pays des mines, d'agriculture et autres. Vraiment, la technologie et l'informatique, c'est nécessaire d'ailleurs pour tout le monde. Et la restructuration de ce collège, c'est un préalable à la restructuration des filières du lycée. Parce que les filières du lycée, elles ont aussi été restructurées. Les enfants de première année du collège, en 2027, si je compte bien, dans 3 ans, iront dans un lycée avec des filières restructurées pour obéir aux besoins du marché national et du besoin de notre pays. Parce que, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de littéraires ou de scientifiques ou de géologues ou de biologistes ou d'ingénieurs? On a besoin de quoi? Nos filières ont été restructurées de telle façon qu'elles répondent aux besoins de notre pays. Là, vous allez continuer, mais cette question m'intéresse comme tout d'abord, d'ailleurs. Les téléspectateurs. Oui, comment, pour cette restructuration des filières, comment ça se passe? Parce que nous avons la filière des mathématiques, comment ça se passe? Expliquez-nous. Vous anticipez déjà trop. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Non, il y a des filières de mathématiques. Bon, nous, on avait les C, D, L, M, L, O. Exactement. Voilà. Les C et D, voilà, il y a une approche, c'est très technique. C'est très technique. Est-ce qu'on a besoin de faire des maths, sciences, physiques? Est-ce qu'on a besoin de faire maths seulement physique? Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire maths informatique? Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire de la géologie, de la biologie? Voilà, c'est des trucs très, très, très techniques, mais en tout cas qui répondront, Inch'Allah, au marché du travail et aux besoins mauritaniens. Et là, je saute sur l'occasion, je vous dis que la Mauritanie a besoin de littéraires. Aussi. Et ces littéraires, est-ce qu'ils continuent d'être les mêmes littéraires? Est-ce qu'on n'a pas besoin de voir autre chose? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller dans les langues? C'est des trucs, je n'anticipe pas, je ne veux pas aller là-bas parce que nos enfants sont en première année. Ils y seront. Ou bien ce sera l'objet d'une autre émission, Inch'Allah. Mais que les gens se tranquillisent. Voilà, que les gens se tranquillisent, que nous préparons déjà, à partir de cette année, les élèves pour bien pouvoir continuer dans ces filières restructurées en 2027. Et tout a été préparé pour que ça se déroule dans de très, très bonnes conditions. Donc, je passe ici, avant monsieur le directeur l'a signalé, nous venons de terminer, au niveau de l'inspection générale, la formation de 2300 professeurs scientifiques. Ces 2300 professeurs scientifiques ont été formés sur les programmes, là, les anciens programmes, les nouveaux programmes, parce que si on compile 4 ans en 3 ans, c'est-à-dire que des connaissances, il y a des contenus qui ont été déplacés depuis la 3e vers la 2e, de la 2e vers la 1re, parce qu'on avait 60 chapitres en 4 ans, et c'est des 15, maintenant c'est des 60 chapitres en 3 ans, donc c'est des 20. Bon voilà, donc des contenus ont été déplacés, d'autres ont été allégés, d'autres ont été supprimés, d'autres ont été actualisés. Bien des choses ont été faites. Donc, on a donc nous venons de terminer une formation et nous venons de réécrire aussi, là c'est la réécriture des programmes, c'est les programmes qui ont été réécrits et qui ont donné ça. Nous avons réécrit aussi, écrit de nouveau les programmes de technologie et d'informatique qui n'existaient pas. Et là, ils sont sur le terrain, ils sont dans les établissements déjà, pour que les professeurs qui viennent d'être... je ne dirais pas briefing, d'être formés sur ça pour qu'ils puissent entamer l'année 2024 pour la première année du collège. Seulement, et là je le répète, les programmes de première année du collège qui ont été nouvellement écrits ou réécrits sont pour la première année du collège. Les autres cours de 2e, 3e, 4e jusqu'à la 7e sont dans l'ancien programme parce qu'ils appartiennent à l'ancienne réforme. C'est le lieu de le dire à tout le monde, aussi bien aux promoteurs des écoles privées qu'aux directeurs et chefs d'établissement publics qui le savent déjà. Avant de continuer l'émission, en fait, c'est d'autres questions. Dans l'élément de tout à l'heure, nous avons vu que
les langues nationales ont été introduites en première année, si je ne me trompe pas. Pourquoi cette réforme et en quoi elle consiste? Parfait. Le fondamental, lui aussi, sa réforme, nous sommes à la 3e année de l'école républicaine. L'école républicaine, je dis, c'est l'école qui ne connaît pas l'inégalité. C'est une école où tous les enfants mauritaniens bénéficient des mêmes services, des mêmes enseignants, les mêmes toiles, la même uniforme, les mêmes livres, dans les mêmes conditions. Et c'est très, très, très important, non seulement pour la cohésion sociale, mais aussi pour l'équité. C'est très, très, très important pour ça. La 3e année de cette... Et là aussi, c'était un grand défi, il faut le dire. Il faut dire qu'on avait beaucoup d'enfants au privé. Si on parlait, si je vous dis que nous avons dans les 1000 écoles privées... Oui, ça, c'était... On va arriver peut-être. Bon, pour les langues nationales. Les langues nationales sont expérimentées cette année dans 25 écoles. Pourquoi les langues nationales? J'ai cru avoir parlé de ça un peu au début, je reviens. Tout le monde s'accorde à dire que l'enfant qui reçoit son enseignement dans sa langue maternelle conçoit mieux, s'approprie mieux les connaissances. Ça les approprie mieux. Partout en Chine, ou en Indonésie, ou aux États-Unis, c'est la langue maternelle, la langue maternelle de l'enfant avec laquelle il est enseigné. Donc, et c'est des recommandations des concertations nationales. La Mauritanie, les Mauritaniens se sont rencontrés dans des concertations régionales qui ont été coordonnées par des concertations nationales ici à Nouakchott. Ils ont donné ça. Ils ont dit que bon, voilà, on va enseigner les langues nationales à nos enfants. Pas seulement ça, parce que l'enfant mauritanien, locuteur du Soninké, ou locuteur du Soninké, lui, il va aussi apprendre une autre langue nationale autre que sa langue maternelle. L'enfant mort va apprendre soit du Soninké ou du Pulaar ou du Wolof. L'enfant Wolof va apprendre soit du Mor, du Soninké ou du Pulaar. C'est-à-dire que chaque enfant mauritanien aura une langue autre que sa langue maternelle, langue nationale autre que sa langue maternelle. Je crois que ça, c'est très, très bon pour la cohésion sociale. Et je crois que nous n'aurons plus besoin de nous parler dans une langue. Il faut passer par tel ou tel pays pour pouvoir communiquer, alors que passer par un autre pays pour pouvoir communiquer avec son concitoyen, je trouve ça pas très, très, très bon. En plus, bien sûr, de ce que je viens de dire, pour ce qui est de l'acquis de l'enfant qui s'améliore quand c'est sa langue nationale. Donc, nous l'expérimentons cette année, c'est la loi de la ça continuera. Je parle pour le téléspectateur. Vous avez tantôt dit que l'enfant qui reçoit son enseignement dans sa langue maternelle comprend mieux. Oui. Donc, après l'avoir expérimenté, est-ce que vous allez abandonner les autres langues et enseigner les enfants dans leur langue maternelle? Quelle autre langue? Vous parlez de quelle autre langue? Non, regardez. Il y a des langues. Il y a la langue arabe qui est la langue officielle. La langue, non pas seulement la langue officielle, mais c'est la langue, c'est lié à notre identité nationale. Celle-là, elle sera là. C'est la langue de l'islam, c'est la langue officielle du pays. Voilà, elle restera ici. Les langues nationales, au collège, là, la loi d'orientation a bien parlé de ça. On va faire ça. Elle sera expérimentée. Quand maintenant l'expérimentation donne, il ne faut pas aller à... Si l'expérimentation est positive, on continue. Si l'expérimentation ne donne pas, je ne crois pas que nous sommes entre gaillards. On ne peut pas faire quelque chose qui n'a pas donné ses effets preuves. Et là, c'est des bureaux internationaux, c'est des bureaux mauritaniens, c'est tout un Mauritanien qui va voir est-ce que ça a donné. Si ça donne positif, on revient. Mais pourquoi on restera? C'est ça. Je ne crois pas qu'on puisse continuer avec quelque chose. Et moi, je crois que ça va être positif et on va continuer avec ça. Maintenant, les langues, il y aura le français, il y a le français, il y a l'anglais. Et c'est l'occasion de vous dire que l'anglais qui a eu un coefficient augmenté d'un point pour le collège en première année, l'anglais. On augmente l'anglais par coefficient parce que les enfants, quand le coefficient est assez important pour une discipline, les enfants, et l'horaire aussi, donc c'est quelque chose de... Bon, voilà. Donc les langues d'ouverture, les langues d'ouverture, que ce soit le français ou l'anglais,
il n'y a pas de raison de les laisser, parce que c'est des langues d'ouverture. Et nous sommes dans un monde, un village planétaire. Et il faut le dire, c'est des gens aussi qui nous dépassent aussi sur le plan technique, que ce soit en anglais ou en français. Il n'y a pas de raison de mettre ces langues d'ouverture à côté parce que nous avons la langue nationale. Non, c'est des langues qu'on continuerons de respecter et d'utiliser à bon escient. Voilà. Vous avez tantôt parlé des écoles privées. Avec cette réforme, que deviennent les écoles privées? Parfait. Pour le CP, Voilà, je commence par dire que l'enseignement privé, les gens du privé, les privés, c'est un partenaire très, très privilégié pour nous au ministère. Pourquoi? Parce que non seulement sur le plan qualité, sur le plan résultat, il fait de très bons résultats. Il prend en charge beaucoup de nos enfants, mais les Mauritaniens se sont mis d'accord dans la loi d'orientation de l'extinction progressive de l'enseignement fondamental au privé. Nous nous sommes mis d'accord sur ça. Voilà, c'est la loi d'orientation, c'est un peu comme la Constitution. Nous sommes d'accord, la Mauritanie a mis ça, c'est, je crois, la loi 054. L'extinction progressive de cet enseignement privé dans le fondamental. Le collège, on ne touche pas, le secondaire, le lycée, on ne touche pas. Nous sommes à la 3e année, pas de première année, pas de 2e année, pas de 3e année fondamentale dans les écoles privées. Ça, c'est très clair. Et j'appelle ici, nous avons fait nos circulaires, nous avons fait tout, et nous l'avons dit haut et fort, que pas de première, 2e ou 3e année fondamentale au privé. C'est un choix, c'est le choix des Mauritaniens, et nous assumons pleinement nos choix. Ça ne porte pas préjudice à l'enseignement privé, en aucun cas. Nous avons choisi et nous avons opté pour ça et nous croyons que ça fait plus bon pour la Mauritanie. Mais ça surcharge le public. Je donne un exemple. Parfait. Je donne l'exemple d'une école que je connais et qui avait à peu près 400 élèves dans le 2e ou 3e année. 2e année ou 3e année. C'est 300 élèves. Ou 400 élèves, c'est une seule école. Quand on prend les 1000 écoles privées que vous dites, est-ce que le public, pourra... Le fondamental représente 10% seulement. Est-ce que le public pourra absorber tous ces élèves-là? Parfait. Je vous ai parlé, nous venons de parler de l'offre éducative. Et l'offre éducative, nous avons dit qu'il s'agit sur 2 points, surtout au niveau personnel, les enseignants, au niveau infrastructure. Nous venons de parler de ce double, c'était à 9600, nous sommes à 17 222. Et maintenant, les aînés sont en train de recruter et nous avons lancé notre communiqué l'autre jour pour le recrutement de 800 prestataires de services enseignement fondamental seulement. L'autre jour, en réunion avec son Excellence le Premier ministre, l'autre jour, nous avons en réunion avec son Excellence le Premier ministre dans un comité. Le Premier ministre est très clair dans ça. Nous sommes prêts à faire des préfabriqués, louer des écoles, des maisons, des locaux pour abriter nos enfants, pour prendre en charge cette école républicaine. C'est le président de la République, c'est son Premier ministre, c'est les peuples mauritaniens qui sont mis d'accord sur ça. Et on ne pourra pas échouer, surtout quand il s'agit d'une infrastructure. Louer une maison, utiliser les préfabriqués. Et rappelons un peu, c'est à Nouakchott le plus privé. C'est surtout à Nouakchott et dans de certaines grandes villes. Et nous avons la capacité d'accueillir nos enfants. Nous avons pris l'engagement de les faire, on va les faire. On ne les aura pas les moyens pour accueillir nos enfants. Et pour avoir aussi, et là, il faut que tout le monde le sache, nous travaillons sur la pléthore. Je sais de l'occasion pour dire aux Mauritaniens que maintenant nous sommes devenus de très grands consommateurs de l'éducation. C'est-à-dire qu'on en voit, alhamdoulilah, tous les enfants maintenant commencent à être scolarisés. Ça a son prix. Nous sommes prêts à donner ces prix pour prendre en charge tous les enfants mauritaniens au fondamental dans nos écoles publiques. On y va doucement parce que là, quand on y va doucement, c'est pour arriver sûrement. Et on arrive sûrement. Et nous sommes déjà arrivés sûrement. Aujourd'hui, vous avez vu les présentations, dans l'école, nous étions dans les 40, 50, 45 élèves par classe.
ou fondamentale. Et bien voilà. Et aucune école privée aujourd'hui ne prend première ou deuxième ou troisième année. Oui, il y a un problème. Moi, je serai très clair dans ce sens. Je sais qu'il y a un problème de proximité par rapport. L'école privée offre la proximité à la maison. Nous travaillons pour que cette proximité, nous l'assurons le maximum possible. Mais moi, j'ai appris dans une école où je me déplaçais dans les 3 ou 4 kilos. Hein? Oui, la ville a ses conditions, ça c'est sûr. Mais nous travaillons à amener l'école, pas dans la maison, mais dans le quartier. Dans le quartier. Pas dans la maison. Pour pas que l'école soit attenante obligatoirement à la maison. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui empêche? Voilà, l'enfant mauritanien. Et là, c'est très important à dire. Et je veux que tout le monde l'écoute. L'enfant mauritanien qui s'est déplacé dans cette école de quartier, est-ce qu'il a une troisième jambe par rapport aux autres qui vont aller voir cette école? Il n'a que 2 jambes, le pauvre. Mais il y va parce qu'il n'est pas allé que là-bas. Comme lui, il a pu aller dans cette école, je crois qu'un autre pourra, lui souhaitons lui une troisième jambe ou autre, mais en tout cas, il pourra aller lui aussi. Non, ne vous en faites pas. Au niveau de l'infrastructure d'accueil, nous accueillerons tous les enfants mauritaniens. Et cette réforme s'étend aux écoles étrangères? Comment? Cette réforme s'étend aux écoles étrangères ici? Mais il n'y a pas d'école étrangère ici. Il y a des écoles mauritaniennes avec des agréments. Écoutez, là aussi, ça soit clair. Je ne veux pas citer d'école, mais il y a des écoles étrangères. Non, écoutez. En Mauritanie, il y a des écoles privées mauritaniennes qui ont des agréments pour dispenser des programmes mauritaniens. Tous les restes, certaines sont en voie. Ils ont commencé l'année dernière à chercher une certaine homologation, certaines d'entre elles qui dispensaient les programmes. Nous n'avons rien contre le privé. Et il y a l'école de lycée français. C'est de lui que je parle. Je sais, ça c'est le lycée français. Mais il y a le lycée français, c'est le consulat d'ambassade. D'accord. C'était juste pour avoir... Non. Toutes les écoles sur le territoire mauritanien privées sont interdites de prendre la première, deuxième et troisième année du fondamental. Pas d'exception. Certains ont... Pas ça seulement. Et la date de l'ouverture. Certains ont enfreint à cette loi, ont dépassé cette circulaire. Elles se sont averties. Et certaines, je crois, des avertissements et menaces de fermeture de portes. Parce que nous sommes sur le territoire mauritanien, il y a des lois, il y a un cahier des charges qu'il faut respecter. Il faut respecter la loi. Merci. Nous revenons vers Ali Abdoulaye Thiam, qui va nous parler de l'obligation de l'uniforme scolaire. Et quels sont, selon vous, les bénéfices attendus pour les élèves et le système éducatif dans son ensemble? Oui, par rapport à l'uniforme scolaire, je rappelle d'abord que les élèves, s'ils sont dans les établissements, ils doivent d'abord se sentir au même niveau d'égalité, au même pied d'égalité, et se sentir à l'aise dans l'institution et recevoir l'instruction dans de très bonnes conditions. Donc, cette disparité, les enfants ne doivent pas la sentir. Ça fait une frustration. Ça, c'est l'un des paramètres qui a poussé l'État à mettre en place l'uniforme scolaire. Donc, au niveau psychologique, chez les enfants, ils se sentent à l'aise. Alors, sur le plan financier, c'est aussi quelque chose qui va aider les parents, parce que les parents n'ont pas les mêmes moyens. Certains n'ont pas les moyens de payer des habits quand même, des habits somptueux pour les enfants. Alors, par contre, on a d'autres qui amènent des habits vraiment, nous savons qu'ils sont des habits somptueux. Donc, pour ne pas mettre les parents qui n'ont pas de moyens, les mettre mal à l'aise, donc ils savent que leurs enfants sont à l'école avec les fils des nantis avec la même tenue. Alors là, c'est un paramètre important. Et ça permettra aussi aux parents, quelle que soit leur classe,
d'économiser quand même, d'économiser par rapport à l'habillement. Au lieu d'aller payer des habits très chers aux enfants, donc là, on n'a pas besoin de payer des habits pour les enfants, ils ont juste la tenue scolaire. Alors, il y a un souci d'équité au niveau de l'école. Parce que les enfants sont ensemble, dans la même enceinte, donc ils ont tous la même tenue, et surtout ceux qui sont issus des couches vulnérables, l'État leur donne l'uniforme scolaire. Donc il y a un souci de justice aussi. Donc là, au niveau des établissements, sur l'ensemble du territoire national, comme je l'ai dit, tous les enfants ont la même tenue, donc il y a une justice quelque part. Et c'est important aussi le fait que tous les enfants soient en tout cas habillés de la même façon. Et dans la rue aussi, quelque part, c'est facile d'identifier, de reconnaître les enfants, les élèves. Donc ça aussi, c'est des avantages de l'uniforme scolaire. Et en Inchiri, où on peut se procurer l'uniforme scolaire? Est-ce qu'il y a des lieux pour se procurer? À l'Inchiri, est-ce qu'il y a des lieux pour se procurer l'uniforme? Oui, il y a eu une sensibilisation au niveau des commerçants. Nous leur avons dit de disponibiliser le tissu du moins. Nous leur avons montré le modèle. Les gens ont commencé, en tout cas au niveau de l'Inchiri ici, nous avons eu des élèves aujourd'hui qui ont amené la tenue scolaire. Ils l'ont eu dans le marché local. Nous avons eu des élèves, dans certaines écoles, on leur a posé la question. Ils disent que ce sont leurs parents qui les ont payés ici. D'accord. Avant de nous quitter, si vous pouvez revenir un peu sur l'état des infrastructures là-bas. Les infrastructures éducatives, bien sûr. Oui, au niveau de l'Inchiri, les infrastructures, nous n'avons pas tellement de soucis. Parce qu'il est important de noter que ce n'est pas une région, une wilaya pluvieuse comme le sud. Donc, en réalité, les pluies n'ont pas provoqué de dégâts. Dans nos écoles. Et nous avons ici suffisamment de classes. Donc, ces classes, les parents nous aident à faire l'entretien des salles de classe. Les autorités aussi, régionales aussi, veillent sur le patrimoine de l'éducation. Donc, les élus locaux, le maire, le député, le président du conseil. Donc, tout le monde, en tout cas, met la main dans la pâte pour maintenir le patrimoine. Donc, nos partenaires, pendant les vacances, ont eu le temps d'assainir les écoles, de réparer les tables qui sont gâtées. Et je remercie aussi, au passage, les directeurs des écoles qui ont tout fait pour maintenir les tables et les réparer. Donc, la dotation de l'année passée, nous avons veillé sur la dotation de nos tables. Donc, nous n'avons pas eu beaucoup de tables cassées. Bon, comme je l'ai dit, les salles de classe aussi, il n'y a pas tellement de salles détruites ou de salles abîmées. Donc, les infrastructures d'accueil ne manquent pas ici. Merci. Merci, M. Cham. Oui, par rapport à cette question, mais aussi... Oui, par rapport à la question des uniformes. Parfait. Monsieur le directeur l'a très bien dit. Bon, voilà, pour avoir la même tenue, le même uniforme scolaire, c'est pour un souci d'égalité, d'équité, pour que l'enfant ne se voit pas frustré. Les enfants sont au même pied d'égalité, ils ont les mêmes enseignants, ils sont sous les mêmes toits, eh bien, ils ont la même tenue vestimentaire. Je ne serai pas très long, mais par rapport à la question de où se procurer l'uniforme scolaire que vous venez de poser, je tiens ici à dire à tout le monde que tous les enfants dont les parents sont inscrits sur le registre social, le ministère de l'Éducation prend en charge leur uniforme scolaire. Tous les enfants dont les parents sont inscrits sur le registre social, c'est-à-dire les enfants issus de milieux moins nantis que les autres.
Avec le patronat, nous avons eu une réunion au niveau du ministère de l'Éducation nationale, du temps, et il a pris l'engagement de disponibiliser sur tous les territoires mauritaniens cette tenue scolaire avec les spécifications techniques requises et à des prix très abordables pour les enfants qui ne sont pas inscrits, les familles ne sont pas inscrites sur le registre social. Ça, c'était clair. Bon, voilà. Donc, c'est déjà très important. Non seulement les enfants issus de milieux un peu vulnérables, ils ont eu aussi la tenue de leurs enfants. C'est déjà une plus-value, c'est déjà en plus. Les autres, ils les auront avec des spécifications techniques parce qu'il ne faut pas que ça soit du nylon pour la période de chaleur ou pour la période de froid ou autre. C'est des spécifications, c'est un, je ne dirais pas grammage, j'ai des spécifications techniques très liées. Bon, les spécialistes l'ont fait, et elles seront disponibles, et ces uniformes seront disponibles. Nous avons trouvé le patronat pour ça, il est à cette disposition. En plus de ça, il y a les maires, les conseils régionaux, les élus locaux, les gens de bonne volonté qui sont là pour aider à ce que cet uniforme soit disponible pour tous les enfants mauritaniens. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cette affaire de tenue scolaire. Et nous ne discuterons pas de son importance, parce que avoir la tenue scolaire, quand même, c'est déjà très bon. Hein? D'accord. Maintenant, on me signale comme... Moi, tout de suite, je suis froissé par votre tenue. Donc, il faut que... Si on avait la même... Pourtant, voilà. Vous êtes mieux habillé que moi. Donc, on me signale qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons essayer de poser toutes nos questions. Allez-y. Pour les efforts déployés par votre ministère pour impliquer davantage les parents d'élèves. Merci beaucoup. Nous venons de voir l'élément tout de suite à Néchéri, où il y a un comité de veille et de suivi de la réforme sous la présidence du Wali, avec bien sûr le président du conseil régional. Nous avons créé à cet effet des commissions régionales et départementales qui impliquent non seulement le Wali, mais le Hakem, les autorités locales, les directeurs régionaux de l'éducation, les IDEN, les députés, les APE, les associations de parents d'élèves, pour suivre de près, donc pour accompagner la réforme jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Il y a aussi l'éco-geste étant suivi, et là aussi, je remercie beaucoup les gens du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Équipement. Tout le monde est impliqué parce que j'ai commencé par dire qu'il y a un comité interministériel qui suit la réforme du système éducatif en Mauritanie. Et là, ça c'est au niveau comité interministériel, c'est éclaté au niveau des structures concentrées et décentralisées. Nous, en plus des COGES, le comité de suivi des veilles, c'est déjà très important. Vous avez un peu brossé dans la question, dans votre réponse précédente par rapport aux établissements privés. Quelles sont les principales exigences définies dans les cahiers de charges que les établissements d'enseignement privés doivent respecter, et quels sont les mécanismes de suivi et de sanctions mis en place par le ministère de l'Éducation pour s'assurer du respect de ces cahiers de charges? Bon, pour ce qui est du cahier de charges, nous exigeons le respect de normes pour les infrastructures scolaires. Il ne faut pas que ça soit des petits... sans espace de jeu, il faut que l'infrastructure, il faut que ça obéisse aux critères tels que définis pour avoir une école. Le respect aussi de l'enseignement du programme national, parce qu'il ne faut pas avoir des programmes, je ne sais pas si ça vient d'où, ceci ou cela. Il faut aussi respecter un peu la date de l'ouverture et des vacances. Mais ça, nous avions constaté qu'il y avait des écoles. Oui. Voilà. Il faut aussi respecter une autorisation d'enseigner. Il ne faut pas que n'importe qui vienne avec sa clé, entrer dans une... Il y a une autorisation qui est donnée et il faut respecter ça. Et surtout, dans ce cahier de charge, pas de première année, ni de deuxième année, de troisième année, du fondamental. Pour ce qui est
Des sanctions. Du mécanisme, vous parlez du mécanisme de suivi des mesures. Nous avons une inspection. Et nous avons une direction de l'enseignement privé qui sont en charge du suivi de tous ces cahiers de charges et des circulaires que nous mettons, que nous envoyons au privé. On commence par un avertissement pour une école qui a un frein à la loi qui s'est prescrite. Parce que quand on signe un cahier de charges, c'est-à-dire que ça nous engage. Bon, l'obéissance à la loi politique, c'est liberté. Donc, ils ont signé ça. Il y a un avertissement. Et s'ils n'obéissent pas après l'avertissement, il y a un arrêt de cours provisoire. Et pour terminer, avec un retrait de l'agrément qui te donne l'autorisation d'ouvrir une école parce que tu as été averti, tu n'as pas écouté, on a arrêté tes cours, tu n'as pas écouté, mais on retire l'agrément et c'est normal, c'est la loi. C'est la loi, c'est le droit. On ne peut pas aller au-delà de... C'est le droit, c'est le droit. Hein? D'accord. Si M. Thiam est toujours là, oui. Quel rôle jouent les différents acteurs de l'éducation, comme les enseignants, les parents d'élèves, les syndicats, dans la réussite de cette réforme et comment le gouvernement compte-t-il renforcer cette implication? Oui, comme vous le savez, l'école a ses partenaires. Les syndicats, les parents d'élèves et autres sont des partenaires, en tout cas privilégiés de l'école. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Donc, il va falloir l'implication, l'engagement et la motivation de tout le monde pour vraiment la réussite de l'éducation de nos enfants, la réussite de l'action éducative. Donc, les parents d'élèves jouent un rôle très important. Ils ont un rôle complémentaire par rapport à ce que l'État fait. Alors, les syndicats ont un rôle régulateur. Et je rappelle sur le plateau aussi que les syndicats, le rôle n'est pas seulement de défendre l'intérêt du travailleur, mais aussi, en réalité, de chercher d'abord à sensibiliser les travailleurs, les enseignants, à les sensibiliser sur leurs fonctions, donc les former aussi sur leur rôle en tant qu'éducateur. Ça, c'est un paramètre important. Alors, les parents d'élèves, le rôle n'est pas seulement aussi de venir à l'école voir est-ce que l'enfant est présent, mais ils oublient que l'enfant fait 6 heures à l'école et les 18 heures à la maison. Donc, ils ont un rôle primordial pour la réussite des enfants. Alors, pour évidemment, les élus locaux, je vais parler des élus locaux aussi. Ça, c'est des leaders qui sont très bien écoutés. Donc, on a besoin d'eux pour une forte sensibilisation, une mobilisation de la population afin que les populations, surtout en milieu rural, puissent consommer, en tout cas, l'éducation en Mauritanie. Donc, c'est des gens qui ont un rôle, c'est un groupe qui a un rôle important pour la réussite, en tout cas, de nos enfants. Merci. Donc, en un mot, il va falloir que tous ces acteurs, en tout cas, conjuguent les efforts pour la réussite de l'école mauritanienne. Merci, Monsieur Abdoulaye Thiam. Nous vous remercions pour... Ali Abdoulaye Thiam, nous vous remercions pour votre disponibilité. Ma dernière question s'adresse à Monsieur Naji Saïd, qui est inspecteur général au ministère. Quels sont les principaux défis auxquels fait face le système éducatif mauritanien? Et vous pouvez aussi revenir sur la précédente question. La question, monsieur le directeur a très bien répondu. Il ne nous reste que 2 minutes. Alors, donc voilà, je me suis tiré de ce que monsieur a dit très bien, monsieur le directeur régional de l'Inchiri, qui a très bien dit par rapport à la relation avec les syndicats et autres. Vous me posez la question, quels sont les plus grands défis que nous... Oui. Vous venez vous-même de le dire indirectement, parce que vous n'êtes pas sûr de la capacité pour l'école mauritanienne. Si, je suis sûr. Voilà. Vous êtes en train de m'accuser. Écoutez, une chose est sûre, il y a de grands défis, parce que l'éducation, c'est l'affaire de tous.
tous. Et il n'y a pas quelque chose de plus important que cette l'éducation. Et je viens de dire que nous sommes devenus de grands consommateurs de l'éducation. Et je rappelle à tout le monde que le monde va très vite avec le développement technologique. Et si on ne va pas très vite tout de suite, nous ne pourront pas rattraper ces grandes nations qui sont parties. Alors, les défis, notre grand défi, mais le défi que son Excellence le Président du République, dans ce sens, il a dit que rien ne sera épargné pour que l'enseignement de qualité, notre enseignement soit un enseignement de qualité à son ambition, à lui, dans son programme même électoral, dans sa dernière candidature. Le Premier ministre le dit et il le répète aussi toujours, rien ne sera épargné pour ça. Donc, les défis sont par rapport surtout à la capacité d'accueil de l'infrastructure scolaire. Pourquoi? Parce que nous sommes ambitieux. Même si nous avons aujourd'hui la possibilité, nous ne voulons pas continuer d'avoir des classes pléthoriques. Nous voulons ramener les classes à des classes de 40 ou autres élèves. Nous avons un problème par rapport à la formation continue dont nous avons besoin. Même si on a une formation, et là, à l'occasion, l'ENS sera restructurée, elle aussi, elle est en train de restructurer. L'ENS, l'École nationale de l'économie supérieure, est en train de restructurer pour booster un peu ça. Mais nous avons besoin surtout de formation continue. Là, c'est un défi. Il y a un défi par rapport à l'infrastructure qui fait, parce que pour construire une école, ça ne se fait pas en 2 jours, 3 jours. Et les préfabriqués est très cher et pas périn. Donc, beaucoup d'efforts doivent être mis dans ce sens et nous sommes sûrs de pouvoir relever tous des défis. Mais je reviens aussi que l'un de nos grands projets aussi, nous voulons aussi, Inch'Allah, mais je reviens sur ça pour le problème de traitement des enseignants et autres. J'avais parlé de l'augmentation il fallait de 12 mois de la créer, de l'éloignement qui a été revu à la hausse, de l'augmentation, je rappelle l'augmentation des salaires qui a été faite par son Excellence l'année dernière. Je viens ici pour dire que 250 millions sont réservés cette année aux enseignants lauréats, c'est-à-dire les enseignants qui auront à fournir les plus grands efforts. Donc c'est une sorte de prime de rendement ou quelque chose comme ça. Donc, des efforts aussi seront faits, Inch'Allah, sur le plan traitement des enseignants. Bon, les grands défis, ils ne sont plus des défis si la volonté en haut est là. Et la volonté est là présente. Donc, je crois qu'on n'aura pas de grand problème, Inch'Allah. Merci. Merci pour votre disponibilité et merci pour toutes ces réponses. Je rappelle que l'émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'étais avec M. Naji Saïd, qui est inspecteur général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement. Et j'étais également avec M. Ali Abdoulaye Cham, drain de l'Inchiri. Merci à eux deux d'avoir accepté notre invitation et Zoom Sur revient la semaine prochaine. Au revoir.